va passer à notre première table ronde. Je prends une petite précaution oratoire parce que à chaque fois que je vais appeler quelqu'un, elle sera un peu exceptionnelle, il sera un peu extraordinaire. Donc les fois où je l'oublie, c'est que c'est simplement un oubli. Donc maintenant, je voulais appeler Nathalie Bala. Nathalie Bala, c'est une femme, une chef d'entreprise qui force l'admiration. Imaginez le courage qu'il a fallu quand en 2014, elle a repris La Redoute pour 1 euro symbolique. Elle s'était lancé un défi, c'était d'atteindre un chiffre de 1 milliard en 2021, mais comme c'est Nathalie Bala, elle l'a fait en 2020, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, elle est aujourd'hui coprésidente avec Éric Courteil de La Redoute et Relais et Colis, et pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, j'aimerais que vous l'applaudissiez. Alors là, je crois que c'est moi, vous vous mettez où vous voulez, sauf ici apparemment. Voilà. Maintenant, je vais appeler Juliette Lévy. Juliette Lévy a fait une école de commerce, des stages en finance et en contrôle de gestion. Mais voilà, ce qui l'a intéressé, c'était la beauté. Et puis un jour, sa mère lui a dit « Écoute, tu sais, en fait, on a le droit de faire ce qu'on veut et ce qu'on aime dans la vie. » Donc, elle s'est dit qu'elle allait se lancer dans ce domaine-là, un marché qu'on lui disait saturé par des mastodontes, etc. Et elle s'est dit quand même, je ne m'y reconnais pas en tant que consommatrice, donc je vais lancer une alternative en France à ce qu'on trouve. Donc, elle a créé Oh My Cream. Chez Oh My Cream, on a des produits qui ont un parti pris, qui sont plus transparents, qui sont plus proches de nous. On se retrouve dans des ensembles très très beaux, dans des petites boutiques à taille humaine. On est conseillé par des expertes qui ne sont pas commissionnées par des marques. Et je dois dire que c'est quand même hyper agréable. Donc maintenant, Oh My Cream a 8 ans, 20 magasins fixes. C'est bien ça, hein. Surtout la règle aujourd'hui, absolument, si je dis une bêtise, vous m'arrêtez. Hein. Et 100 personnes, compte 100 personnes aujourd'hui, et avec ça, avec l'aide de plusieurs investisseurs qui la suivent. Juliette Lévy, s'il vous plaît. Ah, voilà, je vous cherchais, Sabrina. Sabrina Goldin est née en Argentine, elle a fait plusieurs métiers. Elle a été comédienne, elle a également travaillé dans le domaine du design industriel. Elle est arrivée en France à l'âge de 27 ans. Et puis, elle est arrivée en France pour venir récupérer un prix qu'elle avait obtenu en Allemagne sur un objet de design industriel. Elle s'est dit, je vais faire un crochet par Paris. Et puis là, paf, le destin. Elle a rencontré l'homme qui est son associé aujourd'hui et un peu plus. Lui créait des concepts de restaurants pour les autres. Et elle lui a dit, mais je comprends pas. Elle a attendu un peu quand même que la relation soit installée pour lui dire, je comprends pas pourquoi tu travailles pas pour toi et pourquoi tu travailles pour les autres. Donc ensemble, ils se sont lancés dans la street food pendant 6 ans. Et puis, ils ont ouvert leur premier lieu, Empanaderia, sur les quais. Et ensuite, Carbone, un restaurant dans le Marais qui est absolument délicieux. Et maintenant, leur boîte de consulting, parce qu'évidemment, tout le monde veut connaître leur avis dans ce domaine-là. Donc voilà, je vous demande d'accueillir Sabrina Goldin. Merci. Alors donc Gérald qui a ce matin accepté d'être en minorité, merci Gérald. Vous êtes directeur de SAP France. Alors SAP, c'est un acronyme un peu méconnu des profanes, mais pour toute personne qui a travaillé un peu dans une entreprise, on connaît un jour ou l'autre ces logiciels. C'est quand même 215 millions d'utilisateurs dans le monde. Gérald est en minorité, mais il a quand même toute sa place avec nous ce matin. D'abord parce que dans son 5e livre, sorti en 2017, Leader du 3e type, le dernier chapitre s'appelait « Voici venu le temps des femmes ». Et aussi parce que quand il parle d'entrepreneuriat féminin ou d'entrepreneuriat tout court entre hommes, dans des groupes entre hommes, parce que ça arrive souvent, on lui dit « Oui, mais toi, de toute façon, tu es un peu celui qui défend la cause des femmes. » Et donc, il m'a dit « En fait, je suis souvent assimilée à une femme. » Donc, bienvenue, Gérald. Donc, comme vous l'a dit Jean-Marc ce matin, il y a quand même une excellente nouvelle, et comme on n'en a quand même pas eu énormément depuis 1 an et demi, une excellente nouvelle, nous, on s'accroche un peu dessus. Donc, dans ce baromètre, effectivement, il y a ces fameux 10 points de plus que lors de la précédente édition, il y a 2 ans. Donc, en effet, en France, aujourd'hui, il y a 38% de femmes qui souhaiteraient devenir entrepreneurs. Donc, on voit que la crise a suscité une sorte d'élan, en fait, a agi comme un vecteur d'émancipation, en quelque sorte. Et les femmes sont, disent-elles, plus confiantes, plus déterminées et prêtes à développer de nouvelles opportunités. Je me demandais, Nathalie, est-ce que ça vous a
Est-ce que ça vous a surpris ce sens-là de l'histoire finalement? Est-ce que vous trouvez ça logique? Moi, je trouve ça très très logique. D'une part parce que voilà, on représente la moitié de la population et c'est tout à fait normal qu'on prenne en fait part à la vie de la société et qu'on aide à inventer des nouvelles solutions. Donc je pense qu'on a traversé une crise quand même majeure et on a besoin de nouvelles solutions. Donc pour moi, ça me paraît logique que les femmes aient pris un peu de recul et aussi réfléchi et compris que finalement cette crise représentait une opportunité incroyable pour les femmes aujourd'hui. Donc ça me paraît assez logique. D'accord. Et du coup, ce qu'on observe dans le baromètre, c'est quand même qu'il y a dans le même temps une crainte chez ces femmes que le Covid se traduise par une diminution des fonds qui sont accordés justement aux femmes dans la création d'entreprises. C'est particulièrement vrai dans certains pays, mais en France, c'est quand même 69% des femmes. Et le fait que les femmes soient moins financées que les hommes, c'est pas une nouveauté. Je me tourne vers Tatiana qui est là, qui nous parlera tout à l'heure. C'est vraiment pas une nouveauté. Et les startups féminines ont 30% moins de chances d'être financées. Je me demandais, Gérald, SAP a son propre fonds d'investissement et d'accélérateur de start-up. Vous êtes en première ligne, en quelque sorte, et nous aider à comprendre. Pourquoi, selon vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer, avec votre regard, à la fois votre regard expert et votre regard masculin, pourquoi il y a quand même encore ces freins et ces barrières-là envers les femmes? Alors déjà, ça progresse. Déjà, on voit un changement au cours des 5 dernières années, indiscutablement. Donc, les femmes se lancent davantage, parce qu'il y a déjà le point de départ, c'est quand même qu'il faut que les femmes aient plus envie d'y aller, moins de barrières mentales, en se disant on va y arriver. Et quand elles le font, la réalité, c'est qu'elles y arrivent. Donc, déjà, il y a plus de volonté. Ensuite, ce qui fait que certains hommes, dans les fonds d'investissement, dans les private equity, dans les banques d'affaires, peut-être ont encore certains freins, c'est exactement les mêmes freins que l'on retrouve dans l'entreprise au niveau de l'embauche. C'est pas très différent en réalité. Hein. C'est le fait que certains hommes pensent que quand ils mettent de l'argent quelque part ou quand ils investissent, ils sont plus sécurisés avec des hommes parce qu'ils se disent finalement le leadership masculin, on le maîtrise bien, on sait à quoi il ressemble. Les femmes, on n'a pas trop d'expérience et puis ils font toujours référence à la femme qu'ils ont croisée une fois dans leur vie, qui a pris un job et qui a échoué. Alors ils se disent si une femme a échoué, toutes les femmes peuvent échouer. Donc, alors qu'un homme qui échoue, on se dit il a mal été accompagné, il a mal été coaché, il faut lui donner une autre chance. Donc je pense que ça, c'est des clichés qui existent vraiment, parce que c'est pas que des clichés, c'est la réalité. Mais moi, je sens que ça commence à bouger. Alors, ça bouge soit parce que les hommes commencent à être convaincus, soit parce que, en gros, ils n'ont pas le choix. Parce que la réalité, c'est que la société est en train de pousser et que les jeunes générations qui montent n'ont pas le même regard sur ces sujets que les précédentes, que ce soit les hommes ou les femmes. Les femmes n'en s'en laissent plus compter. Les femmes commencent à avoir les mêmes, entre guillemets, revendications que les hommes. C'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai vécu tout le début de ma carrière, et encore il n'y a pas si longtemps, une femme ne demandait pas une augmentation de salaire. C'est quelque chose de compliqué pour une femme de négocier un salaire. C'est compliqué pour une femme de demander une promotion, parce qu'elle pense qu'on doit la lui donner si elle est méritée. Bah oui, mais ça se passe parfois comme ça, puis parfois pas. Les hommes, eux, ils n'ont pas de problème. Hein. À chaque fois que vous les rencontrez, il leur faut une augmentation de salaire et il leur faut une promotion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Nathalie? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, ressenti dans l'entreprise, justement? Oui, moi ou vous-même, d'ailleurs, personnellement? Est-ce que vous avez eu plus de mal à... Non, moi personnellement, j'ai pas trop de mal. mais en l'occurrence, les femmes ont toujours l'impression qu'il leur manque quelque chose pour accéder à une position, alors que les hommes, même s'ils ont moins de qualité que les femmes qui sont en compétition avec elles sur un poste, sont très confiants et estiment qu'ils vont acquérir en fait ces compétences. Donc les femmes ont quand même un peu plus tendance, en tout cas à la Redoute, à être plus modeste, à être plus humble, mais qui est une qualité aussi par rapport finalement à un monde qui évolue rapidement où il faut savoir se remettre en question fortement. Mais oui, on constate la même chose. Donc il y aurait en fait en quelque sorte une sorte de... Enfin, ce qu'on essaye de nous faire sentir, c'est qu'il y aurait une sorte de gène de l'entrepreneuriat et qui ne serait pas tout à fait féminin quand même. Et c'est drôle parce que dans votre expérience, Sabrina, finalement, vous, dans le couple, c'était vous qui aviez le gène de l'entrepreneuriat et qui avez poussé votre compagnon
à se lancer et à se lancer avec vous d'ailleurs. Comment vous expliquez finalement cette absence de peur, en fait, cette absence de crainte de se lancer? Vous m'avez raconté, c'était assez drôle, que quand vous êtes arrivé en France, vous êtes fait rapidement des amis et vous étiez invité à des fêtes. Et au bout d'un moment, il y a toujours un moment où vous disiez on fait quoi là? Et on lui disait on fait un CDI et vous compreniez pas. Et donc je me demandais ce que ça représentait pour vous, l'entrepreneuriat. C'était Bon, pour moi, personnellement, c'était très facile et très naturel et très organique d'être entrepreneuse parce que bon, j'ai une historique familiale et aussi je viens de l'Argentine, un pays sous-développé. Et là-bas, il n'y a pas trop de... C'est-à-dire, vraiment, on célèbre les gens qui ont le courage d'entreprendre. C'est un pays avec une énorme crise économique. Donc, vraiment, comme on a un système économique et l'État ne nous aide pas du tout, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on ne trouve pas un travail qui nous fait plaisir ou un travail qui nous... Voilà, on a envie de créer des choses. Et avec cet esprit, quand j'arrive en France, je me rends compte qu'il y avait, on était limite mal vus, les entrepreneurs. C'était il y a 7 ans, les choses ont commencé à changer, heureusement. Mais quand j'arrive, je me rendais compte que chaque fois que j'ai commencé à raconter un peu toutes les choses que j'ai faites, les gens étaient genre... Et je me souviens que j'ai fait quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas français à l'époque. Et donc, j'ai commencé à donner des cours d'anglais. Dans différentes maisons. J'ai donné un cours d'anglais à une femme extraordinaire, Victoire de Castellan, qui était la directrice des Dior Joaillerie. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai envie d'avoir un entretien, etc. Et quand j'ai fait un entretien, la personne des ressources humaines regarde mon CV et me dit, mais je ne comprends pas du tout, vous n'avez jamais été stable dans un endroit. Et moi, j'avais cette innocence à l'époque où je commence à dire oui, parce que ça me fait tellement plaisir. En tant que designer, je peux choisir avec qui je travaille, les projets dans lesquels je... Et je voyais que son visage était genre, oui, mais vous êtes trop polyvalente, elle m'a dit. Donc, j'étais trop... j'étais pas facile à lire sur les CV. Et donc, je me souviens que je suis sortie là-bas et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de forcer? Pourquoi je suis en train de forcer faire quelque chose que ça ne va pas du tout avec mon esprit? J'avais la peur, bien sûr, d'être arrivée dans un endroit, dans un pays où je ne parlais même pas la langue à l'époque. Et c'est là où j'ai eu les clics et je me suis dit, ben non, je vais être fidèle à mon esprit, je vais continuer à entreprendre dans ces pays. Et c'est là où j'ai poussé donc mon compagnon Stéphane, mon associé, je lui ai dit... écoute, commençons à faire ensemble. Je peux t'aider à être indépendant. Je n'avais pas du tout d'un chemin avant dans la restauration. Donc, je me suis mis vraiment par la passion que j'avais de la nourriture et de l'expérience. Mais c'était lui l'expert, on va dire. Et j'étais derrière en train d'être un peu la cheerleader en lui disant « Mais tu peux, le système ne va pas te gagner, tu vas réussir. L'argent, ce n'est pas un problème, on va les trouver. » Et voilà, c'était un peu, j'ai quoi, l'innocence aussi d'être une immigrée un peu tout frais, avec ces idées encore d'un pays sous-développé où il faut s'en sortir des crises très rapidement avec la créativité. Et donc, vous avez prononcé le mot innocence et tout à l'heure un peu plutôt inconscience. Je me dis, est-ce que justement, parce qu'on parle beaucoup d'audace, etc., d'être bold, est-ce que justement, pour se lancer, quand on est une femme, il faut avoir une part d'inconscience, en fait? En tout cas, dans mon chemin, ça a beaucoup aidé parce que je suis contente que les choses, et je les vois beaucoup, je les vois aussi dans la restauration, c'est un métier, c'est un milieu aussi où il y a tous les personnels, tous les staffs qui nous accompagnent, il y a beaucoup de turnover. Voilà. Et je vois de plus en plus, il y a un écart qui est réel entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire les nombres d'hommes, par exemple, qui vont postuler à un poste en cuisine ou un poste même en service ou même un poste en tant que sommelier. Nous, on a eu une directrice de lieu et c'était une sommelière aussi. Elle faisait les deux choses et elle était incroyable. C'était une femme et c'était d'un pouvoir énorme.
Mais bon, il y a un écart. Mais même les femmes qui passent par notre entreprise, par nos restaurants, par nos lieux, de plus en plus, ils ont cette boldness de vouloir ouvrir leur lieu, de commencer ces aventures. Un peu, parfois, c'est pas forcément un lieu physique, mais c'est vraiment, on commence à être de plus en plus un bold pour commencer les entreprises et les projets indépendants. Donc, je crois que l'innocence, c'est parfois, il peut avoir un sens un peu péjoratif du mot, comme quoi ça correspond à quelque chose un peu naïf, un peu, voilà, et un peu comme une petite fille. Mais je crois qu'avoir l'innocence, c'est quelque chose de plutôt frais pour commencer les choses. Et de toute façon, on a tous l'innocence, les hommes même, parce que 5 ans plus tard, ça, si on est dans un projet, et 5 ans plus tard, on pense en arrière, bien sûr qu'on était innocent. Parfois, on s'est dit, mais comment j'ai eu l'énergie ou le courage ou la force de faire ça? Donc, voilà. Juliette, quand vous retournez justement sur ces 8 années, est-ce que vous vous dites, waouh, c'était de la folie en fait? Est-ce qu'à un moment, vous arrivez à déceler ce petit moment où il a fallu y aller et vous dites, qu'est-ce que j'ai fait? Et vous avez eu de la chance, ça a marché, pas uniquement de la chance, mais est-ce que vous voyez ça? Oui, moi je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Moi je suis convaincue que pour entreprendre, il faut une petite part d'inconscience parce qu'il y a toujours énormément de gens pour pointer du doigt les barrières, les gros acteurs. Ça a été votre cas ? Oui, complètement. À l'époque, donc moi j'avais une idée anti-révolutionnaire, vraiment un métier vieux comme le monde, de vendre des crèmes et de le faire bien et de le faire à ma façon. Et je me souviens qu'à l'époque, je suis partie, je me souviens pas typiquement, et je pense que c'est un vrai signe de ce que vous êtes en train de dire, je me souviens pas du moment où je me suis dit tiens, je vais me lancer. Je me souviens d'avoir fait des stages, de pas me reconnaître dans la proposition de valeur d'un secteur qui pourtant me passionnait, et d'avoir mon mec qui m'a dit c'est facile de critiquer, c'est plus difficile de faire. Si tu es si convaincu de savoir ce qu'il faut faire, fais-le. Et je venais effectivement aussi d'une famille d'entrepreneurs, je pense que ça joue beaucoup pour démystifier tout ce milieu. Je pense qu'il y a des environnements dans lesquels effectivement signer un CDI, c'est plus compliqué que monter une boîte. En tout cas, c'est le milieu dans lequel j'ai grandi. Et à ce moment-là, je me suis dit, effectivement, ça doit pas être si compliqué. Je me suis posée dans un bureau, j'ai commencé à chercher des fonds. Là, j'ai commencé à rencontrer des investisseurs qui ont effectivement un petit peu écarquillé les yeux dans un premier temps en se disant, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Il n'y a pas de concept, il n'y a pas d'innovation. La force d'Omaïcrim, en fait, elle réside dans 1000 micro-petits détails qui, je pense, aujourd'hui font sa différence. Mais effectivement, j'avais cette inconscience de penser, moi, il me manque quelque chose, j'ai l'impression de ne pas être la seule, forcément, il y a quelque chose à faire. Et je suis convaincue que cette inconscience de, pas forcément à l'époque avoir poussé, j'ai fait un business plan comme tout le monde, mais je ne maîtrisais pas les tenants et les aboutissants de mon modèle économique, j'ai appris plein de choses, je me suis rendu compte après coup que j'avais fait des dépenses démesurées. Je prends un exemple concret en direction artistique où j'ai embauché une formatrice à l'époque où j'avais une boutique, 2 staffs à former, ça n'a juste aucun sens, parce que je me disais en fait non, la clé de mon modèle c'est des beaux magasins, une esthétique incroyable sur le site, une expertise pour les conseillères qui n'a pas d'égal, et donc pour moi c'est là-dedans qu'il fallait investir. Après, quand je regardais mon PNL en fin d'année, 6 mois plus tard, quand j'avais ma situation, effectivement, je tombais un peu de ma chaise. Mais en fait, c'est cette inconscience et cette naïveté et ce regard un petit peu neuf sur les choses qui nous a jamais quittés. En fait, chez Omaïcrim, on a des équipes très très jeunes qui, pour la plupart, n'ont jamais travaillé ailleurs et qui apportent ce regard neuf sur les choses. Alors, il y a des inconvénients. C'est-à-dire qu'on apprend parfois en plus de temps des choses qu'on aurait pu acquérir plus rapidement si on avait d'autres expériences avant. Et à la fois, on s'autorise à challenger les choses, à les voir différemment, à les envisager avec un angle de vue un petit peu différent. Et je pense que c'est cette fraîcheur et cette inconscience qui fait peut-être, qui nous autorise, même en tant que femme, à se lancer. Moi, je suis convaincue, en fait, qu'on avait plein d'atouts en tant que femme et que je comprenais vraiment pas pourquoi on parlait des barrières à l'entrée pour les femmes en tant qu'entrepreneurs. Et que ça aide énormément à surmonter les petites montagnes russes que quand même on connaît un petit peu en tant qu'entrepreneur, je pense. Ça aide, ouais. Donc en fait, c'est assez génial parce qu'on a 2 femmes qui disent n'avoir vécu aucune barrière, ni mentale, ni physique, je dirais. Et Nathalie qui, vous m'avez confié, n'avoir pas vraiment au contraire, avoir plutôt bénéficié de votre place, de votre genre, de votre statut de femme dans l'entreprise, avoir une certaine visibilité parce que en fait, vous étiez un peu souvent, disons, la seule. Oui,
Alors, en fait, je dirais pour grandir, j'ai bénéficié, je pense, des mêmes avantages, c'est-à-dire une forme d'inconscience volontaire, quelque part. Inconscience volontaire, c'est joli. Une inconscience volontaire de ne pas voir les barrières, de ne pas s'occuper des barrières et de passer outre les barrières. Et c'est vrai qu'une fois qu'on avait passé l'étape de la reprise de la Redoute, le fait d'avoir eu ce courage, d'avoir eu, je dirais, aussi un certain succès dès le départ, a fait que j'ai bénéficié d'une visibilité au niveau des médias, parce que, voilà, comme vous le disiez, en fait, la société pousse, les médias poussent, etc., qui a été quand même très, très utile à l'entreprise. Parce que quand on transforme une entreprise de fond en comble, on raconte l'histoire aux collaborateurs, mais les collaborateurs, quand ils l'entendent de l'extérieur et qu'ils entendent les médias parler de manière positive de votre aventure entrepreneuriale, de la transformation, ils se sentent confortés. C'est très bizarre, mais finalement, il y a besoin du regard extérieur. Voilà. Et donc ça nous a été quand même plutôt bénéfique, ou en tout cas, j'ai l'impression que ça nous a été bénéfique. Oui, c'est l'importance de finalement, vous faites partie de ces rôles modèles dont les femmes ont besoin aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième table ronde. Quand on regarde le baromètre qui a été effectué, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que non seulement il y a cet élan, et en même temps, il y a aussi une majorité de femmes qui pensent qu'elles auront plus de mal à concilier la vie professionnelle et la vie privée que leurs homologues masculins. Donc, alors, cette tendance monte jusqu'à 80% en Espagne et en Russie et descend à 55% aux États-Unis. Mais là aussi, je dirais que c'est un peu la table ronde pour dégommer les clichés négatifs. J'ai le sentiment que vous deux, en tout cas, notamment, vous n'avez pas vraiment vécu ça comme ça. Je crois que Juliette est très... Ouais, je suis assez virulente sur la question. Virulente sur le sujet, vie privée, vie personnelle. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup tenu à cœur, et je suis vraiment très étonnée justement par ce cliché qui, je trouve, en est un, parce que déjà, ça peut être très compliqué d'avoir un équilibre vie pro, vie perso en tant que salarié aussi. Et moi, de mon expérience, ça peut être très simple d'avoir un équilibre vie pro, vie perso en tant qu'entrepreneur. Alors, j'ai une amie qui est dans l'assistante qui s'appelle Nathalie Rosborski, qui m'a dit un jour quelque chose de très vrai, c'est « on peut tout avoir dans la vie, mais pas tout en même temps ». Donc, je ne dis pas que les premières années de l'entrepreneuriat, j'avais un équilibre vie pro, vie perso incroyable, mais ça n'a qu'un temps. C'est vrai qu'il y a des temps au début, je pense que vous le partagerez, qui sont intenses, mais c'est pareil dans le salariat. Enfin, je veux dire, on a 25 ans, on démarre un job, on a des responsabilités. Qui a dit qu'il ne fallait pas travailler comme une bête aussi ? Donc, à l'inverse, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au fil des années et à mesure que l'équipe se structurait et que je pouvais me reposer sur elle, au contraire, j'ai bénéficié d'une énorme liberté et d'une grande flexibilité. Et je pense que la flexibilité, c'est le maître mot de cet équilibre. Moi, j'ai accouché d'un petit bébé il y a 2 ans. J'avais déjà un rythme de travail qui commençait à être tout à fait honnête. Et là, j'ai commencé à cadrer mon emploi du temps et à me dire, en fait, moi, à 18h30 tous les soirs, je suis partie parce qu'en fait, à 19h, je veux voir mon bébé. Et c'était une chose tout à fait possible parce que je déterminais les règles dans mon entreprise, qu'on était très nombreuses à être maman et à se dire, mais en fait, effectivement, on ne travaille que de 9h30 à 18h30 la plupart du temps. C'est des journées qui sont intenses, on n'a pas le temps d'aller faire pipi et parfois on déjeune derrière le bureau. Mais en fait, si on ne peut pas abattre en une 50aine d'heures par semaine un travail, quelque part, c'est peut-être, dans certains cas, qu'il y a aussi un problème d'organisation, d'efficacité, d'incapacité à déléguer. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai compris quand je suis devenue maman, c'est qu'en fait, il fallait lâcher prise sur certaines choses, qu'il fallait déléguer un certain nombre de choses, se recentrer sur les tâches où on avait énormément de valeur ajoutée, que j'étais bien contente finalement, quand mon enfant était malade, de pouvoir aller chez le pédiatre à 11h sans devoir rendre de compte à personne. Ce qui ne veut pas dire de temps en temps qu'il faille derrière repasser sur ses mails à 22h le soir ou bosser le week-end parce qu'en fait, on a un coup de bourre et qu'on ne peut pas se permettre en fait, de s'absenter. En fait, on choisit les moments où on travaille et ce n'est pas vrai qu'on bosse toujours 80 heures par semaine. Il y a des hauts, il y a des bas, mais je trouve que c'est un cliché, ce côté entrepreneur qui part jamais en vacances, qui décroche jamais. Non, ça dépend des personnalités, ça dépend des gens, ça dépend des choix qu'on fait. Il y a 1001 façons d'entreprendre. Je connais des gens qui entreprennent et qui n'ont pas levé des millions et qui ont une magnifique entreprise qui est rentable depuis le jour 1 et qui se paye un très joli salaire. Moi, ça fait 8 ans que je ne suis toujours pas rentable. Il y a plein de chemins possibles et il y en a qui décident de mettre des limites, notamment sur l'emploi du temps. Le maître
maître mot, je pense, c'est quand même la liberté. Et quand on entreprend, on a la capacité de définir ses propres règles. Alors, ça a toujours des conséquences, mais dans la vie, tout n'est jamais que question de choix, finalement. Et disons qu'au moins en tant qu'entrepreneur, même si je pense que c'est le cas aussi dans certaines entreprises, il ne faut pas faire de généralité, on a souvent la possibilité, en tout cas, de faire ses propres choix, de se poser ses propres questions et d'apporter les réponses qui nous semblent les plus pertinentes, encore une fois, pour nous et nos équipes. Gérald, j'ai envie de... En fait, je crois qu'on ne pose jamais la question aux hommes, alors j'ai envie de vous poser la question. Comment on fait pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle? Comment on fait pour diriger Hewlett-Packard, Oracle, SAP France et concilier sa vie personnelle? Comment vous faites, Gérald? Dites-nous. C'est quoi votre secret? C'est compliqué. Mais je pense que vous avez dit un mot, moi j'ai réagi à ce mot, c'est liberté. Parce que je crois qu'en fait, c'est pas le propre des hommes ou des femmes, et quelle que soit la génération. On voit que la société est en train d'évoluer et on voit surtout qu'aujourd'hui, on revendique le fait de pouvoir s'organiser et avoir des priorités, bien sûr, il y a le professionnel, mais aussi avoir des priorités personnelles, les enfants, etc. Dans ma génération, malheureusement, je suis d'une autre génération, on est un peu passé à côté de l'éducation de nos enfants. En tout cas, moi et les hommes de ma génération, on parle souvent des femmes, moi je suis le premier à en parler, mais il y a aussi les hommes. Comme on a travaillé, et on travaille beaucoup, moi, des fois, j'ai un peu... Alors, on se rattrape maintenant. Hein, avec les petits. Mais on est un peu passé à côté de ça. Donc, je pense que maintenant, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est d'abord, du côté des salariés ou des entrepreneurs, parce que c'est à peu près la même chose, sauf que les entrepreneurs ont leur propre liberté. C'est quand même un changement. Mais là, c'est une question de volonté. C'est-à-dire qu'il faut affirmer ce qui est important pour soi. Et si vous avez les talents, vous vous ferez entendre. Et puis, il y a une évolution du management. Des logiques de management, des modèles de management, où aujourd'hui, un manager, quel qu'il soit, il peut plus manager comme avant, où je veux savoir où sont mes salariés, je veux qu'ils travaillent de 8h jusqu'à 19h, je veux tout contrôler en fait. On n'est plus dans ce modèle. On est dans un modèle où il faut comprendre la vie de ses collaborateurs et collaboratrices, il faut essayer de trouver le bon modèle de fonctionnement. On voit bien avec la pandémie qu'on vient d'avoir, avec le télétravail, on a appris à fonctionner différemment. Et ça a fonctionné. Et vous auriez dit à des dirigeants, il y a 2 ans ou 3 ans, on va passer en télétravail à 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous auriez dit c'est impossible. Puis en plus, je ne veux pas. Je veux savoir où sont je veux les voir physiquement. Je veux savoir s'ils travaillent vraiment, etc. Et on a vu que, voilà, alors maintenant il faudra revenir à un équilibre parce que c'est pas possible de rester avec tout le monde à distance. À mon avis, c'est pas praticable. Mais on voit que on peut changer les modèles organisationnels et les modèles de management. Eh bien, c'est la même chose pour les hommes et les femmes. Quand ils sont face à leurs salariés, il faut qu'ils acceptent qu'une femme sera plus performante quand elle n'aura pas dans sa tête mon bébé ou mon enfant est malade et je suis là au travail et j'aimerais bien quand même savoir où ça en est. Il faut lui donner l'heure de liberté ou les 2 heures de liberté parce qu'elle sera bien dans sa tête et elle sera encore plus efficace. Et c'est pareil pour les hommes d'ailleurs au passage. Il y a des entreprises actuellement qui sont en train d'étendre, ça a été notre cas, le congé parental par exemple, parce que ça c'est un progrès. Quand un homme peut partir en congé parental de la même façon qu'une femme, c'est une forme d'égalité qu'on est en train de donner. Parce que du coup, la femme récupère de la liberté. Et ça, c'est important. D'ailleurs, j'ai appris en discutant avec Sabrina un mot que je trouve très joli en espagnol, qui c'est ma paternidad. Exactement. Une sorte de ma paternité, enfin un mélange des deux. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est Voilà. En Argentine, il y a eu depuis un certain temps, les femmes, on n'a pas beaucoup. C'est un pays qui reste sous-développé, donc il y a pas mal de choses encore sur lesquelles les femmes, on n'a pas tout à fait les droits à l'avortement, etc. Ça reste encore des choses où il y a de la pénalisation par la loi, etc. Donc, à cause de ça, il y a eu de cette espèce d'oppression, on va dire, des libertés. Il y a eu un mouvement très joli qui s'est créé pour revendiquer les rôles de la femme et aussi pour essayer de diminuer cet écart, l'écart salarial, etc. Et un des mots qui sont sortis, c'est des nouveaux termes, c'est la mapaternité, on va dire, qui est dans un système, on va dire, patriarcal comme dans lequel on vit. On a l'habitude de dire la paternité. Et nous, on est où dans la paternité, dans les mots en tout cas?
Donc, on a rajouté la main au mot pour nous rendre présentes et pour dire que c'est aussi un job à deux. Parce que pourtant, les mots, il est plutôt masculin, mais pourtant, socialement, on va dire, les rôles tombent, on a la sensation que ça peut tomber sur nous. Que sur nous. Donc, pour donner un peu plus d'égalité, parce que les mots aussi ont un énorme pouvoir, on appelait ça la paternité. Et je trouve que et c'est une chose que nous avons discuté et que c'est très lié à ce qu'elle a dit, c'est par rapport à... Je crois que pour toi, ça a été très naturel de te donner cette liberté, de rendre dans les parcours de ton entreprise, de te permettre de faire ces parcours où tu avais la liberté de faire certains choix et de ta vie personnelle. Mais je crois que les femmes, parfois, on a été, parfois de façon explicite et parfois implicite, et ils nous ont toujours montré qu'il fallait faire les choses comme les hommes. Et il y a certains, et on est différents, c'est-à-dire moi je crois vraiment que les masculins et les féminins, c'est deux choses différentes. Pourtant les femmes devront avoir vraiment les mêmes accès aux choses, au même salaire, au même poste, etc. Mais je crois qu'aussi c'est important de comprendre que cette liberté que toi, tu as eue très naturellement, parfois, il y a des gens, des femmes, qui peuvent souffrir énormément, qui ne savent pas que les modèles, ce n'est pas travailler 24/24, 7/7, que ce n'est pas être autoritaire, rigide, contrôler tout. Et ces genres de choses ont été vraiment passées d'une génération à une autre, et sur l'éducation, par rapport à comment on doit être vu les femmes. On ne doit pas être vu comme des gens faibles, comme des gens... donc, on doit être intransigeant sur certaines choses. Et je crois que parfois, se mettre en contact avec la façon d'être féminine dans le travail, que ça n'a rien à voir avec porter une jupe ou des talons, ou se maquiller. Sinon, c'est vraiment être en contact avec l'essence dans laquelle on peut travailler aussi. Parfois, moi, si je parle de ça, c'est parce que moi, je l'ai vécu personnellement. Je suis dans un milieu qui est très masculin. Et je me rendais compte qu'à un moment donné, toutes ces choses, tous ces termes que j'ai mentionnés, les côtés autoritaires, les côtés intransigeants, contrôleurs, analytiques, etc., commençaient à prendre plus sur mon côté, et qui était très joli et qui a beaucoup aidé à que je sois entrepreneuse, que c'est l'empathie, la compréhension. Vous vous mettiez dans des habits d'hommes, en quelque sorte. Mais je me suis construit une carapace très masculine. Je comprends. Mais je crois que c'est même si je peux tomber sur certains termes qui sont des clichés, on va dire, je crois que ce que je veux vraiment communiquer, c'est que c'est important aussi de parfois ne pas vraiment être en contact. On peut avoir une influence de la société sur comment on doit être les femmes, et comment l'entrepreneuriat peut être très masculin sur les choses et sur le leadership. Et c'est ça que pour moi, c'est important de faire son propre chemin, de pouvoir se donner la liberté, qu'on n'a pas, qu'on a besoin d'aide, de pouvoir être en contact avec cette sororité, être en contact aussi avec des coachs qu'aujourd'hui, les femmes, il y a énormément de coachs sur l'entrepreneuriat, sur le leadership féminin, comment être confortable dans nos peaux et aussi changer certaines typologies de comment être une leader. Et voilà. Oui. Nathalie, vous avez commencé votre carrière en Allemagne et en Suisse, et donc il y a souvent à la tête des sociétés ce double regard, ce principe des deux pères dieux. C'est pas très joli, dit comme ça. Mais et je me demandais, est-ce que justement vous avez ressenti à la fois le fait que vous étiez toujours un homme et une femme, vous avez ressenti que vous apportiez quelque chose de différent, ou est-ce que vous avez ressenti justement ce côté où de temps en temps, il vous arrivait de gommer des choses qui pouvaient vous être propres, personnelles? Alors, moi, j'ai toujours énormément apprécié le principe des 4 yeux, comme ils disent en Allemagne, dans la mesure où ça vous rend plus fort.
et finalement, en fait, en gros, vous bénéficiez du collectif. Alors que normalement, en tant que dirigeant, soit en tant qu'entrepreneur ou en dirigeant salarié, vous êtes souvent quand même très isolé, très seul, face finalement à beaucoup de décisions à prendre. Donc ça, pour moi, ça a été une vraie force. Et c'est vrai que c'était souvent des hommes, parce que finalement, j'étais en règle générale la seule femme ou la première femme en fait, dans les entreprises dans lesquelles j'arrivais à accéder à ce genre de position. Et bien sûr que j'apportais quelque chose d'autre. Je pense que pour moi, la liberté, elle est extrêmement importante. C'est ce qui me guide finalement, c'est l'indépendance, la liberté, et ça vient de l'éducation, c'est-à-dire que c'est une valeur que mes parents m'ont inculquée. Et donc, j'ai pas forcément, moi, quand on essaie de me mettre dans un carcan, ça m'oppresse. J'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer, de ne pas pouvoir bouger, ça me gêne. Et donc, du coup, c'est vrai que je ne me suis jamais laissée mettre dans un carcan et j'ai toujours été très, très libre. Mais je pense que c'est aussi l'essence de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand on entreprend, on a besoin de cette forme de liberté, on a besoin aussi de se libérer du regard en fait, de la société ou des autres, qu'on soit un homme ou une femme, je pense, pour apporter des nouvelles solutions, pour aller saisir des opportunités. Parce que si vous êtes en permanence en conformité avec votre environnement, vous ne pouvez pas finalement sortir de l'environnement. Donc pour moi, voilà. Mais je pense que c'est une valeur qui, moi, m'a été inculquée très, très tôt. D'ailleurs, vous avez poursuivi ce principe des quatre yeux aujourd'hui. Oui, on a repris avec Éric Courteil et c'est vrai que les startups qui se créent sont souvent, en fait, souvent des binômes, des trinômes. Ça se fait assez naturellement. On le voit moins à la tête d'entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous donne une force incroyable. Parce que finalement, quand vous êtes deux, vous avez une vision quasiment 360 des sujets parce que vous pouvez discuter très librement et échanger et avoir des points de vue très différents. Et en tout cas, avec Éric, on dit toujours qu'on n'aurait jamais réussi seul et que si on a réussi, c'est parce qu'on était deux et qu'on a su finalement être extrêmement complémentaires. Et aussi, quand l'un peut-être perdait en énergie, l'autre était là avec son énergie ou vice-versa. Et en plus, quand on est deux, on s'adresse à beaucoup plus de monde. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt introvertie, lui, il est plutôt extraverti. Voilà, on a des qualités différentes. Et en fait, finalement, moi, j'arrive à parler à un certain nombre de personnes dans l'entreprise et lui arrive probablement à plus d'écho auprès d'autres personnes et ensemble, on couvre l'ensemble des collaborateurs. Donc, je ne peux que recommander d'entreprendre à plusieurs. Oui. Alors, on est entre nous, c'est ce qu'on a raconté. Et donc, l'idée, c'est que si vous avez des questions, envie de parler, elles sont bienvenues. Il nous reste quelques minutes qu'on peut prendre pour prendre un café, mais on peut aussi se poser des questions, se demander si vous voulez. Je suis sûre que vous êtes hyper curieuse. Et la première question ne vient jamais. Donc Jean-Marc, vous ne voulez pas poser une question, comme ça on lancera le mouvement? Non? J'ai plein de questions. La notion on parlait d'inconscience et de détermination, ça je l'entends. Moi je pense aussi qu'il doit y avoir des moments où on est au bord du précipice et où il y a la question majeure qui est est-ce que j'arrête? Est-ce qu'il y a une recette, une formule, mais est-ce qu'il ne faut pas justement savoir accepter sa vulnérabilité? Est-ce qu'il y a une expérience qui pourrait être partagée ici sur ce moment où on est à deux doigts d'arrêter et quelle a été la recette magique qui a fait qu'on a pu continuer? Je ne sais pas si un d'entre vous peut répondre à cette question. Non. On a ici, nous, que des gens qui ne lâchent rien, en fait. Donc, non. Ça nous arrive à tous les jours d'avoir... Bien sûr. Et comme on a des très belles réussites devant nous, c'est vrai que... Je pense que, si je peux me permettre, je pense que l'exemple que vous avez cité, je pense que quand on est deux ou trois et qu'on crée à plusieurs, c'est ça la force. C'est-à-dire que quand il y en a un qui tombe, ou qui le moral, j'entends, l'autre est là pour aider. Je pense que ça joue beaucoup. Oui, alors nous en fait, c'est vrai qu'on aurait pu se dire qu'il y a eu plusieurs moments où on s'est dit qu'on allait arrêter, mais c'est justement, comme on était deux,
Quand il y en avait un qui était vraiment, quand on a repris l'entreprise, il y avait un gros plan social à faire et c'était très violent, très dur. Et je me rappelle de moments où Eric, en fait, c'est marrant parce que pourtant il est un grand gaillard, il est fort et tout. À un moment donné, il disait, mais en fait, en gros, on va jamais y arriver, quoi. C'est parce qu'on voulait avoir le corps social avec nous et on voulait que, en fait, en gros, cette transformation soit portée par l'ensemble des collaborateurs parce qu'on savait que juste à la volonté de 2 personnes, on n'arriverait pas finalement à faire cette transformation. Et du coup, moi, j'étais là et je me disais, mais non, mais on va y arriver, en fait. Et il y a eu d'autres moments où, en fait, c'est lui qui a tenu et où je disais, ah non, j'y crois plus, là, il y a un problème, on va pas y arriver. Et donc, c'est vrai qu'entreprendre à 2 ou à 3 ou à 4, j'en sais rien, mais ça permet finalement d'avoir cet équilibre et de pouvoir, en fait, bénéficier des forces et des moments d'énergie respectifs. Et c'est vrai que inversement, oui. si on est seul, Oui. avoir identifié peut-être quelqu'un ou plusieurs personnes sur qui on peut voilà, se reposer, oui. Moi, je voudrais donner le petit contre-exemple parce que faut pas avoir peur non plus. Je suis tout à fait d'accord qu'on a tous besoin de miroirs. Et alors moi, j'ai entrepris seule et je me suis en fait quasiment jamais sentie seule parce que je pense que on peut trouver son alter ego dans un associé, mais pas que. Donc, moi, j'ai toujours eu ces discussions, ces ping-pong intellectuels avec mes équipes qui sont investies comme si c'était leur bébé, qui pour la plupart sont là depuis le début et avec qui j'ai la sensation que je peux partager, on va dire, beaucoup de choses si ce n'est pas tout. Ensuite, je pense que quand on entreprend, il y a un écosystème personnel à se construire. Je connais très peu d'entrepreneurs qui s'en sortent et qui surmontent ces petites montagnes russes si déjà dans leur sphère très privée, le conjoint notamment n'est pas hyper supportif du projet. Je pense que c'est très compliqué d'entreprendre si on a vraiment des gens qui comprennent pas ce que vous faites ou vous soutiennent pas. Et puis pas plus tard qu'hier soir, on avait un petit dîner avec justement Nathalie Rosborski, plusieurs autres entrepreneurs ou dirigeantes. On se fait ça régulièrement. C'est un petit peu ce qu'on fait aussi ce matin. Ces petites sororités, ces petits cercles féminins ou pas d'ailleurs. Quand on a des fonds d'investissement au capital aussi, on a d'autres gens avec qui on peut partager nos sujets, nos problématiques, auprès de qui on peut s'épancher. Et je pense que c'est essentiel parce que moi, dans l'aventure au MyCrim, 10 fois... je me suis allongée par terre en me disant c'est fini. Une fois, vraiment, on n'avait plus d'argent. Je ne voyais pas comment lever des fonds suffisamment vite. Je me suis sentie partir. Je me suis allongée par terre en me disant je vais tomber dans les pommes. Et à ce moment-là, il se trouve que j'étais avec 2 filles de mon équipe. On s'est dit, OK, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Et il y en a eu. Et donc, voilà, ça peut être auprès d'un associé. Je pense que c'est particulièrement précieux. Mais ça peut être auprès de plein d'autres gens. Il faut trouver les gens qui vous font du bien. Et je crois que l'idée de que les chemins peuvent avoir des difficultés ou l'idée de que les chemins va être toujours facile ou smooth, c'est des idées où finalement c'est la vie. Dans la vie, les choses sont pas stables. Il n'y a pas toujours l'eau est calme, etc. Parfois, ça bouge. Et quand on a la conviction d'entreprendre et de se lancer dedans, même si c'est avec une inconscience, je crois qu'il faut être conscient de que ça va pas toujours être facile et ça va pas toujours être difficile en même temps. Il y a des moments où on se dit, ah mais attends, c'est facile, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des moments où on a envie de tout lâcher. Mais je crois que si on est accompagné ou si on est seul, il faut chercher cette conviction aussi de façon interne et se dire que les moments difficiles, parfois il faut demander de l'aide, il faut s'entourer des sœurs ou des groupes de gens. Mais demander de l'aide, c'est aussi très, très important. Ou demander des avis. Je crois qu'on a des entrepreneurs, c'est ça, non? On se nourrit tellement en ayant des discussions, etc., que quelqu'un peut nous donner un avis on se dit, mais en fait, je ne partage pas du tout. Mais ça fait partie d'une synergie, qu'on la trouve aussi dans les équipes, dans les associés et aussi dans les gens duquel on s'entoure. Je crois qu'il y a une question là-bas. Morgane? Bonjour, je suis Morgane du Madame Figaro. Et j'ai bien aimé la question de Jean-Marc, ça m'intéresse beaucoup, la question du rapport au moment où on pourrait basculer.
donne tout. Et à titre personnel, je voudrais remercier Juliette parce que je suis un mari entrepreneur et je tiens à dire que le rôle du conjoint est très important. Je demande des parts dans la boîte. C'est vrai. Donc, je me demandais sur la question de l'entourage. Les femmes souvent se disent un des freins à l'entrepreneuriat, c'est aussi de se dire j'ai pas les compétences, j'ai jamais vraiment appris, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas me tromper. Est-ce que en femme, comment est-ce que vous vous entourez pour vous conseiller? Est-ce que vous avez des coachs que vous avez identifiés? Est-ce que vous avez souvent c'est d'autres entrepreneurs, les entrepreneurs qui préfèrent parler à des entrepreneurs? Est-ce qu'il y a comme ça, vous parliez d'un écosystème, est-ce qu'il y a comme ça des figures qui vous aident, peut-être des coachs aussi? Qui est-ce qui vous aide à avancer, à aller plus loin? C'est peut-être des lectures? Je me posais la question. Je crois que Gérald a une... Non, oui, juste un commentaire, parce que c'est une question, je pense, essentielle. En fait, on discutait avant la table ronde du fait que les femmes ont un handicap, entre guillemets, c'est le fait que, comme il n'y a pas encore beaucoup de femmes à des postes clés, que ce soit en politique, dans les entreprises, etc., le leadership, c'est beaucoup de mimétisme. On regarde des codes masculins, féminins, mais comme il y a essentiellement des hommes, bien les femmes ont des repères, donc elles abandonnent parfois une partie de leur leadership propre au profit d'un leadership qui n'est pas vraiment le leur, mais c'est le principe du mimétisme. Chez SAP, on fait une chose, et donc je rebondis sur ce que vous avez dit aussi, c'est-à-dire le coaching. Ça, je voudrais vraiment insister, parce que nous, quand on identifie des femmes jeunes ou expérimentées et on pense qu'elles ont un futur, on leur met un coach et même un mentor. On met les deux parfois. Un mentor dans l'entreprise, moi je mentore plusieurs femmes de toute génération et on y passe beaucoup de temps. Mais ce n'est pas du temps perdu. Parce que le problème, c'est quand vous nommez une femme à un poste de management, elle doit faire face, alors surtout dans la tech où nous sommes, la tech c'est quand même encore des environnements très masculins, eh bien on leur pardonne rien. Eh bien nous on est là pour dire non, on n'est pas d'accord. Parce que moi par exemple, quand je coach une femme et que je sais qu'elle est très talentueuse, quand le management vient me voir en me disant, tu sais, on a des doutes, je dis, vous n'avez pas, le doute, c'est vous, c'est sur vous, pas sur elle. Parce que elle, je la connais absolument très très bien. Et donc, le coaching et le mentoring, c'est extrêmement important. Et quand on a des doutes, quand on a des questionnements, des baisses de régime, savoir qu'on a une personne qu'on peut appeler, qui est neutre, qui n'a pas d'intérêt dans la société du tout, et qui va vous donner un avis vraiment sincère, qui va en tout cas vous guider dans votre réflexion pour vous emmener à vous rendre compte, finalement, mais vous y arrivez toute seule ou tout seul, parce que le coach, il va pas vous dire voilà ce qu'il faut faire, il va vous amener à relativiser, à prendre en compte un certain nombre d'éléments, et vous allez vous dire effectivement. Donc le coach, c'est essentiel. Vous avez est-ce que vous êtes aidé? Est-ce qu'on dit comme pour un psy? Vous voyez quelqu'un? Alors, non, moi personnellement, je vois personne, mais c'est comme Juliette, j'ai un époux formidable, et en fait, en gros, je peux discuter avec lui à la maison quand j'ai des sujets en fait qui me gênent, ou en fait où je me sens heurtée, ou j'ai l'impression que je n'arrive pas à avancer. On va avoir des plaintes des entrepreneurs célibataires. Voilà. Je tiens tout de suite à préciser. Non, mais je peux en discuter. Ça, c'est hyper important d'avoir cette zone en fait de confort. Et moi, personnellement, j'adore en fait discuter avec des gens d'environnements très, très, très différents. Parce que finalement, au rebond d'une discussion, c'est ce qui était dit tout à l'heure, en fait, il y a des idées qui se créent, il y a des solutions qui se créent, et en fait, le fait d'échanger, de discuter et avec des gens très différents de vous, donc pas forcément des entrepreneurs, ça peut être des artistes, ça peut être des artisans, ça peut être des gens d'environnements très, très différents. Je trouve que finalement, ça nourrit et ça permet aussi de comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc moi, c'est pas forcément des coachs, mais c'est plus en fait des discussions et l'ouverture en fait qui font que j'arrive à trouver des solutions. Moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je crois que c'est important de démocratiser la santé mentale et de pouvoir parler de ces sujets-là. Moi, je viens d'Argentine, encore une fois, où on a un nombre de psychologues incroyable. On va tous chez le psychologue. Et donc, moi, je vois ma psychanalyste depuis 12 ans maintenant. En Zoom, en plus. En Zoom, depuis l'Argentine, parce que, bon, voilà, il fallait garder la racine. Et en Argentine, quand j'étais plus jeune, j'avais 23 ans, j'ai vu un coach
Quand j'avais 18 ans, je faisais de la thérapie Gestalt. Donc, en fait, j'étais très nourrie, très entourée de ces outils. Parce que pour moi, c'est des outils. C'est-à-dire, ça peut être un coach qui aujourd'hui aussi, ça a été très popularisé, très démocratisé, que c'est une approche ça peut être un peu plus parfois sur l'action, on va dire. Mais je crois que la santé mentale, c'est aussi très, très important, autant que femme, autant qu'être humain, mais c'est très important aussi d'essayer de garder et d'essayer d'essayer certains outils qui peut nous aider. Et il ne faut pas avoir honte de ça. Et ça peut être très important pour grandir et pour se développer, un développement personnel. Moi, je dis toujours que nous, les humains, on est des instruments. Donc, parfois, comme les instruments, il faut les tune, il faut les remettre et pour que ça sonne bien et pour que ça soit harmonieux. Et autant qu'entrepreneur, on est exposé à un niveau de stress, à un niveau de pression, à un niveau de management des équipes qui peut avoir un prix vraiment sur notre santé mentale. Et je crois que les rôles des coachs, des psychologues, il y a des mentors, des gourous, peu importe, c'est un concept qu'il faut vraiment démocratiser.